Réveillé. On dit toujours le meilleur pour la fin, en plus. Donc, je lui mets un peu la pression. Donc, on va accueillir maintenant Luc Jugery. Alors, j'espère que vous êtes ni claustrophobe, ni... si vous n'avez pas peur des ascenseurs. Puisque Luc, pour clôturer cette première journée, donc Luc est DevRel chez Exoscale et il va nous embarquer dans un projet atypique. Donc on va parler Kubernetes, CI/CD et microservices appliqués aux ascenseurs de Monaco. Luc, c'est à toi. Merci Annabelle. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session. Donc effectivement, je vais vous parler d'un projet IoT dans un contexte d'ascenseur. C'est un projet qui est en cours à Monaco. Donc rapidement, Luc Jugery, je suis développeur relation à Exoscale. Exoscale qui est sponsor de l'événement, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand, on est juste en bas de l'escalier, en plus super pratique. Exoscale, en fait, on propose toutes les briques dont vous avez besoin pour déployer vos applications en production, que ce soit du Kubernetes Manager, Database Manager, GPU, etc. Donc le projet, c'est un projet IoT qui est en cours de déploiement. Il y a déjà plusieurs parcs d'ascenseurs qui sont équipés à Monaco. Et l'idée de ce projet, c'est de fournir des services à valeur ajoutée pour les copropriétaires et aussi pour améliorer la gestion technique du parc. Alors la volonté à la base, c'est de mettre en place une solution simple, maintenable. Ça fait un peu bateau comme ça, mais on voit que c'est vraiment pas forcément tout le temps et facile. D'autant plus que l'équipe est assez réduite. C'est un projet qui a commencé il y a à peu près 2 ans et demi, quelque chose comme ça, avec environ 5 personnes, mais des disponibilités qui fluctuent un peu. Il y a eu aussi un petit peu de flottement au début du projet, donc, qui va expliquer un petit peu certaines des choses dont je vais vous parler par la suite. Alors côté ascenseur, voilà à quoi ça ressemble, c'est-à-dire que dans une première fonctionnalité, on va dire, on a un écran dans un ascenseur donc, qui est ajouté à l'ascenseur. Et cet écran, en fait, ça va permettre, par exemple, au syndic d'envoyer des messages aux copropriétaires pour les informer de différentes choses qui se passent dans leur copropriété. Donc ça, c'est, on va dire, une des fonctionnalités. Par la suite, il y a pas mal de choses qui vont se rajouter là-dessus en termes d'autres types d'informations qui seront données à ces copropriétaires. Donc la vue d'ensemble de ce projet, on va voir les cabines d'ascenseur qui vont être connectées à notre back-end. Donc notre back-end, c'est des applications, microservices, des API, des front-end web, différents outils. Et cette communication, elle va se faire via un bus de message. Donc on est vraiment dans une architecture orientée message. Et on en parlera un peu plus tard, un peu plus dans la suite. Et c'est ce bus de message qui va donc permettre la communication entre ces cabines, donc l'électronique embarquée dans les cabines, et notre back-end. Donc la stack technologique, ce qu'on utilise déjà au niveau des ascenseurs, c'est de l'embarqué, de l'électronique embarquée, donc des BCB qu'il faut faire fabriquer, avec du code embarqué qui est donc du Python, du C, différentes choses. Et derrière, le back-end, c'est du Kubernetes. Ce qu'on fait tourner dans Kubernetes, alors il y a différentes choses. Il y a notamment la partie, on va dire, d'applications plutôt infrastructure, c'est-à-dire c'est pas les applications métiers, mais des applications sur lesquelles reposent les applications métiers. Donc par exemple, j'ai pas tout mis ici, mais du Cert Manager pour la partie certificat, du trafic pour le ingress, NATS, on y reviendra après, c'est pour la partie bus de message. Et on a aussi donc des applications, donc plutôt sur du Node.js, du Python, React, ce genre de langage, qui sont les vraies applications métiers. On a aussi d'autres types d'applications qui sont plus orientées effectivement DevOps avec des GitLab Runner, avec du Argo, avec du Cargo, et on reviendra un petit peu là-dessus par la suite aussi. On s'appuie également sur différents services managés, donc typiquement du GitLab, du Grafana Cloud, de la database Postgre managée, donc tout ne tourne pas dans le cluster et on en parlera un peu plus tard. Alors que les choix initiaux, alors je rappelle ce projet effectivement il a commencé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. On est parti sur du Kubernetes Manager. Ça paraît assez évident aujourd'hui effectivement d'utiliser cette solution-là. Pour la partie bus de message, dans la communication entre les cabines et, avec notre back-end, on est parti sur NATS. Je suis assez fan, voire très fan de NATS, et c'est vraiment quelque chose que j'utilise assez souvent dans différentes architectures. C'est quelque chose de très scalable, de simple à mettre en place, qui s'opère bien. Donc on est parti là-dessus. Donc pour la partie gestion de code, CI, registry, on est sur du GitLab. Pour l'approche GitOps, on est parti sur Argo CD et on déploie des applications en tant que chart Helm. Donc on va dire une stack finalement, des choix initiaux qui avaient beaucoup de sens à l'époque, même il y a 3 ans de toute façon.
Alors, avant de plonger un peu plus dans la partie DevOps, je voudrais juste parler un peu de la communication device backend, comment est-ce que c'est fait. Donc, on a effectivement nos cabines qui vont dialoguer avec le backend. Alors, on est dans un contexte IoT qui est très souvent utilisé dans un contexte IoT, c'est un protocole MQTT. Donc MQTT, un protocole particulier, et à l'intérieur de notre backend, donc on utilise effectivement NATS pour l'échange des messages. NATS, c'est son propre protocole, protocole NATS. Donc ce qu'on a fait en fait ici, c'est que, étant donné qu'on utilise déjà un cluster NATS à l'intérieur de notre cluster Kubernetes, on a juste finalement ajouté ce qu'on appelle un leaf node. C'est une façon finalement de d'étendre un peu un cluster NATS en permettant en même temps, en ajoutant un serveur NATS supplémentaire, de configurer ce serveur NATS en MQTT. Et ça, c'est vraiment très pratique dans cet environnement NATS. Ça veut dire que NATS, en fait, c'est quelque chose qui fait vraiment beaucoup de choses. C'est un outil qui fait vraiment beaucoup de choses. Et notamment, on a la possibilité d'écouter en MQTT. Donc c'est ce que je viens de raconter un petit peu ici. On utilise donc MQTT pour le dialogue entre les devices et le back-end. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, les ascenseurs passent par une passerelle. Donc il y a une passerelle qui va leur permettre cette connectivité à l'extérieur. Mais la passerelle, elle utilise MQTT, donc on a fait un peu la même chose. On a utilisé ce même protocole pour la partie device, donc ascenseur. MQTT, c'est aussi un standard de facto aujourd'hui pour la communication dans l'IoT. Alors pourquoi NATS et pas Mosquito ou autre chose? Effectivement, je disais qu'on utilise déjà un cluster NATS en interne, donc c'est vraiment facile après de finalement d'étendre ce cluster NATS et de lui donner cette connectivité MQTT. Donc ça veut dire en fait simplement que si un message est envoyé en MQTT par la cabine, ce message il va être traduit en un payload NATS à l'intérieur et inversement. Donc on a vraiment un bridge à ce niveau-là. Donc si on vient un petit peu plus sur la partie DevOps avec notre CI/CD ici. Alors, j'ai peut-être pas forcément mis toutes les étapes, mais en tout cas, aujourd'hui, dans les grandes lignes, voilà ce que fait notre CI/CD. On va avoir un développeur qui va pousser du code sur GitLab, on a un runner qui va prendre à la main, qui va créer une release avec du semantic versioning, donc v1.034 par exemple, et ensuite une image qui va être créée, et cette image, elle est poussée dans un registry. Donc, je n'ai pas mis d'autres choses ici comme la vérification du code, l'analyse de CVE, etc. Mais là, c'est vraiment dans les fonctionnalités principales de notre runner. Ensuite, et ça a changé il n'y a pas très très longtemps, on utilise maintenant Cargo, cargo.io, et là, c'est un projet assez sympa, en tout cas je le trouve. Et Cargo, c'est lui qui va être en charge en fait de, normalement, on va dire, faire la promotion entre les différents environnements. C'est-à-dire que c'est Cargo qui va dire, voilà, il y a une release qui est passée sur l'environnement de test, je vais la faire passer sur l'environnement de prod, enfin de QA par exemple, et après sur l'environnement de prod. Donc Cargo, c'est vraiment intéressant, et c'est lui, en fait, qui va détecter la création d'une nouvelle image, donc que notre CI vient de faire, et il va mettre à jour le repository GitOps. On viendra sur GitOps juste après. Donc le repository Git qui correspond à cette source de vérité dans l'approche GitOps. Il va donc mettre à jour ce repository-là, et c'est Argo CD qui va prendre la suite et qui va faire la réconciliation. Il va déployer dans le cluster tout ce qu'il va voir dans ce repository GitOps. Alors, je dis qu'on en a fait évoluer un peu ce workflow. Avant, effectivement, on n'utilisait pas Cargo. Ça fait vraiment pas très longtemps qu'on l'utilise. Et on ne l'utilise pas forcément de façon très, très poussée aujourd'hui. On l'utilise pour, dans un premier temps, simplifier la CI. C'est très, très souvent que dans une CI, on va avoir par exemple pas mal de scripts qui vont alourdir la CI, des scripts qu'on peut utiliser pour mettre à jour différents repos une fois que l'image a été poussée par exemple. Et ça, on a voulu simplifier la chose et donc finalement utiliser Cargo pour faire vraiment cette simplification et de mise à jour des repositories de GitOps. Donc on ne l'utilise pas encore pour la vraie promotion entre les environnements. On le verra un peu plus par la suite. Je vous ai mis un graphe sur le nombre de stars GitHub. Donc ça a pas mal évolué ces derniers temps. Donc Cargo, voilà, c'est vraiment un projet qui a une certaine... qui monte bien en fait, qui a une courbe d'adoption qui est assez intéressante. Il a été fait par les mêmes créateurs que Argo CD par Acuity. Et donc, une fois que Cargo a fait son travail de mise à jour du repository GitHub, c'est Argo CD qui va prendre la suite et qui va déployer les nouvelles versions dans le cluster. Donc, sur l'approche GitOps, ce qu'on a fait effectivement, aujourd'hui on est sur
synchronisation automatique dans les différents environnements, chose qui changera peut-être effectivement lorsqu'on ira un peu plus loin dans l'utilisation de Cargo, pour vraiment s'assurer que lorsqu'on a une release qui est déployée en test, elle va être testée, Cargo va recevoir par exemple via un webhook le fait que la release marche bien, et c'est lui qui fera la promotion sur le prochain environnement. Donc, on n'en est pas encore tout à fait là, mais c'est là-dessus qu'on va se diriger. On a fait plusieurs itérations sur la structure du repository GitOps. Aujourd'hui, il ressemble un petit peu, ici, celui-ci, il ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait une seule branche, on va avoir un répertoire par environnement, donc ici prod, test, et dans chacun de ces répertoires, on va avoir en fait à la fois un répertoire pour l'infrastructure, les composantes d'infrastructure et les composants applicatifs. Donc l'infrastructure, comme je disais tout à l'heure, ça peut être du cert manager, du event exporter, NAT, trafic, etc. Et ensuite, on a le déploiement de nos apps. Pour ceux qui connaissent peut-être Flux CD, on va dire un concurrent d'Argo CD, c'est souvent on va dire une structure de référence qu'on voit dans la documentation de Flux, d'avoir un petit peu cette approche-là, avec un repository, enfin un folder par environnement, et à l'intérieur, cette distinction entre la partie plus infrastructure et la partie vraiment application métier. Alors il y a une petite chose en particulier ici qu'on utilise, c'est Helm File. J'aime bien ce projet Helm-File, c'est quelque chose qui va permettre de spécifier de façon déclarative le déploiement de chart Helm. Un Helm-File, donc ça représente, on va dire ici, c'est simplement un petit extrait d'un Helm-File, ce qui veut dire simplement qu'on va demander, ça c'est dans le repository de GitOps, donc on va demander finalement à Argo CD de déployer ce Helm-File. Ça veut dire simplement qu'on va lui dire voilà dans quel registry OCI il se trouve, voilà la version qui nous intéresse, et voilà les values que tu vas appliquer sur ce chart-là. Alors là, il y a un truc un tout petit peu particulier, c'est que ces values, c'est à la fois, on voit un fichier de value, mais aussi un fichier de secret ici. Donc on va en parler juste là. Sur la gestion des secrets. Aujourd'hui, comment on les gère ces secrets? En fait, on va pour une release, avoir des fichiers de value avec typiquement des données pas forcément sensibles, comme le tag d'une image, par exemple, et on va en avoir avec des données sensibles, comme une chaîne de connexion à une DB externe. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va utiliser SOPS, c'est Secret Operations, c'est un projet de Mozilla, avec Edge. Edge, c'est un des back-ends d'encryption qu'on peut utiliser avec SOPS. Et en fait, on va utiliser ce couple SOPS-Edge pour pouvoir finalement encrypter les données sensibles. Typiquement, quand on a des données comme celle-ci, un fichier de value avec des choses comme ça, donc on a une URL ici qui est en clair, ce qu'on va faire, c'est avec un SOPS encrypt, on va encrypter cette chose-là et ça va donner quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que lorsqu'on va déployer notre application, on va utiliser le fichier de value en clair, on va utiliser un fichier de secret qui lui n'est pas en clair mais qui est encrypté, et on a un plugin dédié, c'est vraiment un petit truc à rajouter dans Argo CD, qui va permettre à Argo CD de savoir comment gérer ces Helm files, mais comment aussi décrypter les secrets qui sont à l'intérieur. Donc voilà comment on l'utilise aujourd'hui. C'est quelque chose qui va certainement évoluer. Ça. Donc la sécurité, encore une fois, c'est vrai que c'est un projet avec une petite équipe, pas toujours forcément disponible à un moment donné, donc on n'y va pas par pas. On sait qu'il y a plein de choses à faire au niveau sécurité, il y a des choses qui sont implémentées déjà, il y a des choses qui vont être améliorées. Donc on gère aujourd'hui en tout cas les secrets avec SOPS Edge, on a des règles airbag pour l'isolation aussi et pour s'assurer qu'on a des isolations par namespace. On fait en sorte dans les pods et les containers d'avoir des bons security contextes, ou en tout cas une base, pour s'assurer qu'ils ne tournent pas en route, qu'il y a un file system qui est en read-only par exemple. On ajoute des network policy. Et on est en train d'évaluer aussi différentes solutions comme Kyverno pour les admissions contrôleurs, du Trivy Operator pour vérifier les différentes CVE qui peuvent être trouvées dans nos applications. Et il y a d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant, ce matin, je suivais un autre talk et il parlait de SBOM. Et effectivement, c'est des choses dont on n'avait pas forcément envisagé en tout cas, donc voilà, c'est des choses intéressantes à mettre dans la to-do aussi. Donc les défis rencontrés, je vais simplement lister un peu quelques points qui nous ont parfois posé un peu problème et on va les voir les uns après les autres par la suite. Donc vouloir tout faire tourner dans Kubernetes, des fois ça peut poser des problèmes. Des choix temporaires qui perdurent dans le temps, on a rencontré pas mal de choses comme ça. L'importance des mises à jour régulières de Kubernetes, des microservices qui deviennent beaucoup plus que ça, et pas assez d'efforts sur l'observabilité. On va voir un petit peu ces choses-là. Donc effectivement, au début, on s'est dit, on a Kubernetes, c'est cool, il y a des contrôleurs à l'intérieur, on va utiliser cette API de Kubernetes pour vraiment tout faire tourner dedans, pourquoi pas.
Par contre, effectivement, plus on va rajouter des couches, et plus ça peut ajouter des problèmes potentiels, des problèmes qui peuvent arriver lorsqu'on fait des mises à jour, mais pas que, parce que dans ces couches-là, il peut y avoir des bugs, et on va être obligé de mettre à jour le composant en question, qui pourrait aussi avoir une influence sur les applications qui reposent là-dessus. Un exemple un peu plus historique, c'est-à-dire que quand on avait commencé à mettre en place ce projet, on utilisait Exoscale, quelques années en arrière. Il n'y avait pas encore de block storage sur Exoscale, donc on s'est dit, on va utiliser un projet qui est pas mal dans l'écosystème, c'est Longhorn, ça a été fait par Rancher, voilà, c'est du sérieux, donc c'est du block storage distribué. Donc on a mis ça dans notre cluster, et on a mis au-dessus une base Postgre. Donc ça veut dire qu'on avait quand même pas mal de choses dans le cluster, pas mal de couches qui pouvaient typiquement avoir des problèmes, et sur les mises à jour, ça nous a un peu embêtés. Donc l'idée, à un moment donné, on s'est dit, finalement, on va enlever cette couche-là, et puis on va plutôt utiliser une base de données managée. Et ça, en tout cas pour nous, c'était un bon choix de se dire, on va éviter de tout faire tourner dans le cluster. Lorsqu'on va faire des mises à jour, ça pourrait éventuellement poser des problèmes. Donc voilà, en tout cas, on préfère avoir différentes choses qui sont à l'extérieur du cluster. Des choix temporaires qui perdurent dans le temps. Donc on a pris certains raccourcis, parce que des fois, voilà, c'est dans le cadre d'une PME, ce projet-là. Donc ce qui est bien dans le cadre d'une PME, c'est que quand on nous demande quelque chose, on ne se pose pas trop de questions, on le fait, on va vite, mais parfois on oublie qu'on est allé vite, et du coup on laisse une dette technique qui va s'accumuler. Typiquement, à un moment donné, alors je ne sais pas si c'est un exemple qui va parler à tout le monde, mais on a utilisé, si vous voulez, dans l'ascenseur, en fait, je vous ai montré l'écran tout à l'heure. Cet écran, on lui envoie des fichiers, donc des fichiers, du HTML ou du PDF, des choses comme ça. Ce qu'on a fait pour aller vite, c'est que ces fichiers, on les a fait passer directement dans le tuyau NATS. Alors, ça va bien si c'est des petits fichiers, voilà, ça peut marcher. Ça marche, je veux dire, NATS, il ne va pas planter à cause de ça. Mais par contre, si on commence à un moment donné à renvoyer des gros fichiers, qu'on en envoie beaucoup, on se dit au final, ça pourrait nous poser problème, c'est peut-être pas la façon de faire. Donc la façon de faire, ce serait plutôt d'uploader ça dans du S3 équivalent et d'envoyer une référence via NATS. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont restées un petit peu et sur lesquelles après il a fallu itérer. Donc ça montre aussi que dans une petite équipe, on a besoin d'avoir une meilleure coordination en amont, et de revoir régulièrement aussi l'architecture, de revoir un peu régulièrement ce qu'on a fait, et s'assurer que les verrues qu'on met à un moment donné, elles ne restent pas là trop longtemps. L'importance des mises à jour régulières de Kubernetes. Alors Kubernetes, il y a une release mineure tous les 4 mois. Il y a des patchs qui sont entre ces releases mineures pour la partie sécurité, pour des bugs. Et c'est important de ne pas être trop en retard sur la dernière version en date. À un moment donné, en fait, je vous ai dit, au début, le projet pendant quelques mois, en fait, ça a un peu végété, donc il n'y avait pas forcément d'activité sur le projet. Ça veut dire qu'on avait un cluster qu'on a créé au début, on a loupé quelques mises à jour, et louper des mises à jour, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est quand même posé la question, est-ce qu'on fait les mises à jour les unes à la suite des autres, avec un risque à chaque fois finalement, ou est-ce qu'on va plutôt se dire, allez, on va créer un nouveau cluster dans la dernière version, et on va migrer tout ce qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est vraiment là-dessus qu'on est parti, mais finalement, une migration, ça nous a demandé aussi de faire d'autres choses à l'intérieur du cluster pour bien préparer l'application pour qu'elle soit déployée dans ce nouveau cluster. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là, parce que parfois, voilà, un retard, ça va se traduire par la nécessité, parfois c'est vraiment nécessaire au final, moins dangereux, de migrer vers un nouveau cluster au lieu d'appliquer les mises à jour. Des microservices qui deviennent des macroservices. Là, on a eu typiquement ce genre de choses aussi. En fait, je disais tout à l'heure que des fois on a pris des raccourcis. Et ces raccourcis, des fois, ils sont aussi finalement dans l'architecture des microservices. Parfois, à un moment donné, on a rajouté dans un microservice quelque chose qui n'était pas forcément de sa responsabilité. Et le risque ici, c'est de polluer finalement le comportement initial du microservice. Donc, exemple, on a eu une API. Cette API, son boulot, c'était finalement d'aller récupérer des données en base, d'écrire des données en base, lorsque une interface web lui demandait. Dans cette API, en fait, à un moment donné, on a rajouté une librairie qui va permettre de générer des fichiers PDF. C'est-à-dire que depuis l'interface web, on clique sur un bouton, ça génère un PDF que ça envoie par exemple sur un écran. Et le problème, en fait, c'est que l'API, au final, c'est pas forcément sa responsabilité de faire ça. Et ce qu'on a vu, c'est que régulièrement, on a vu l'API qui plantait et out of memory. Parce que finalement, cette génération de PDF, c'est des trucs qui sont pas très gourmands si on a des petits fichiers, mais qui peuvent le devenir vraiment très rapidement si on commence à générer des plus gros fichiers. Donc typiquement un exemple de choses qu'on a rajouté dans une API qui n'était pas forcément du domaine de l'API et qui a
polluer le comportement initial. Donc ça veut dire aussi, voilà, encore une fois, ça se recoupe un peu avec une slide précédente, mais qu'on a besoin d'une meilleure coordination et des revues régulières des nouvelles fonctionnalités. Pas assez d'efforts sur l'observabilité. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas été très bon là-dessus, même si c'est un peu vrai, mais en fait, on a essayé de mettre en place quelques briques. Souvent, on se dit, bah voilà, on va commencer par Kubeprometheus Stack, c'est quelque chose qui marche bien. On a fait des tests avec du Loki, on a utilisé le Kube Event Forwarder, ça c'est un truc pas mal qui va récupérer les événements sur Kubernetes et qui va nous les envoyer dans Slack, par exemple. C'est comme ça qu'on a vu, par exemple, que l'API a redémarré assez souvent. Mais par contre, on n'a pas fait assez d'efforts pour vraiment construire une solution autour de ça. C'est-à-dire qu'on avait finalement des petits morceaux d'observabilité d'un côté de l'autre, mais on n'a jamais pris le temps, au final, de créer quelque chose avec un beau dashboard que finalement tout le monde pourrait voir. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont en cours, avec des réflexions autour de l'instrumentation avec OpenTelemetry, qui est un standard de facto aujourd'hui, et aussi centralisé sur des solutions finalement qu'on veut garder un peu à l'extérieur, comme Grafana Cloud. Bon, voilà quelques-uns des soucis qu'on a pu avoir. Alors, autre chose ici, c'est très important, c'est les échanges dans l'écosystème, dans des échanges techniques, dans des conférences comme celle-ci, dans d'autres conférences, dans des meet-up, parce que ça nous permet de suivre l'évolution des projets open source, des projets de la CNCF par exemple, et ça permet aussi d'identifier, de tester certains composants. Lorsqu'on a testé Cargo, c'est parce qu'on l'avait typiquement vu un exposant Cargo dans une conférence, et effectivement c'est vraiment intéressant de voir ces choses-là. C'est très intéressant de pouvoir partager ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et de donner et de partager avec l'écosystème aussi. Donc les évolutions à considérer, ce projet il est en pleine vie aujourd'hui. Il y a différentes choses qu'on va certainement faire pour le faire évoluer. Prendre peut-être quelque chose un peu plus générique, comme External Secret Operator, peut-être, au lieu d'avoir nos secrets qui sont dans des fichiers encryptés. Aujourd'hui, ce qu'on voit souvent, c'est avoir des secrets dans un vault. Un vault au sens plus général, un coffre-fort, que ce soit du vault d'HashiCorp ou d'autres choses. Et après, d'utiliser le External Secret Operator pour fetcher ces choses-là. Meilleur découpage des microservices en fonction des responsabilités. Il y a des choses qui sont en train d'être faites là-dessus, mais ce n'est pas totalement fini. Amélioration de la gestion des ressources. Je mets Carpenter ici. Parce qu'en fait, donc, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais l'infra sur lequel on fait tourner ça, c'est l'infra d'Exoscale, qu'on avait choisi bien avant que je travaille chez Exoscale. Et aujourd'hui, effectivement, Exoscale, depuis quelques semaines, propose une preview de Carpenter. Donc Carpenter qui est à la base un projet qui a été créé par AWS et qui permet du node autoscaling intelligent et assurer qu'on a vraiment de façon dynamique des ressources qui correspondent à ce dont a besoin nos workloads. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder vraiment de très près. Simplifier la création d'environnements. Parfois, on va avoir des problèmes sur les clusters qui viennent des applications, qui viennent de différentes choses. Et il faut qu'on soit capable vraiment très facilement de dire c'est pas grave, on a un cluster qui a pété pour une raison X ou Y, on va en créer un autre et on veut que ça prenne vraiment quelques minutes pour que le cluster soit créé, l'application soit créée. Donc il y a plein de choses qui permettent de faire ça aujourd'hui. Donc il faut effectivement qu'on mette un peu l'accent là-dessus. Et j'ai mis une autre évolution à considérer, aller plus loin dans l'utilisation de Cargo. J'en ai parlé tout à l'heure, vraiment pour faire la vraie promotion entre les environnements. Donc si c'était à refaire, je pense qu'on partirait sur une DB managée dès le début. On a perdu un petit peu de temps là-dessus, on a perdu un peu d'efforts sur longueur, etc. Meilleur cadrage sur le découpage des fonctionnalités. Je pense que des fois, on va vite, mais peut-être que des petits points avant de faire certains développements auraient pu nous aider. Mise à jour régulière des clusters, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser, il ne faut pas avoir peur de le faire, et souvent on recule un petit peu, et finalement on se rend compte que ça nous a posé problème en tout cas. Et plus d'efforts sur l'observabilité. C'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en place, en tout cas nous, qu'on doit mettre en place dès le début, et de façon d'avoir une solution cohérente par rapport à ça. Donc key takeaways, si je peux mettre quelques points en tout cas qui, à mon avis, sont importants, en tout cas importants pour nous, c'est que du rapid and dirty, c'est OK. Je veux dire, on est une petite boîte, il faut aller vite. Enfin, ce projet est dans une petite boîte, il faut aller vite. Donc c'est OK si c'est temporaire, mais que ça reste temporaire. Parce que sinon, ça devient une technique vraiment rapidement. Mettre à jour Kubernetes régulièrement, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est moins risqué que migrer un cluster qui, à un moment donné, peut devenir obsolète. Et simplification continue, en fait, c'est vrai que ça recoupe encore un petit peu ce que j'ai dit, mais on a fait certains choix à un moment donné, et
faut pas avoir peur d'essayer de resimplifier régulièrement. C'est pas parce que ça marche qu'il faut pas le modifier. En tout cas, c'est un peu notre état d'esprit là-dessus. Et aller dans la simplification, on se dit de toute façon, ça va nous aider par la suite. Donc, si on fait des macro-services, faut qu'on sache, à un moment donné, il faut qu'on sache ça va devoir changer dans le sens où il va falloir qu'on clean ces choses-là à un moment donné et qu'on fasse en sorte que toutes les verrues qu'on a pu mettre à droite à gauche, il faut qu'on les garde en tête et il ne faut pas que ça devienne des choses qui durent dans le temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des slides qui sont disponibles aussi si vous voulez. Oh là 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 là. Merci. Un peu dur de marcher. J'ai pas le micro. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Tout le monde se marre. Moi, j'adore. C'est hyper confort pour se balader. Alors, merci Luc. J'ai quelques questions pour toi qu'on va te poser avec mon ami DevOps Rex. Alors, la première, toute une infra K8S pour gérer les ascenseurs, c'est trop bien, avec des petits cœurs, je précise. Mais pour répondre à quel besoin, ou en tout cas, est-ce qu'on aurait pu faire plus simple, par exemple? En fait, aujourd'hui, on est parti sur Kubernetes parce qu'on avait la connaissance en interne. On a la possibilité de faire quelque chose, au final, mettre un cluster Kubernetes en place, le gérer. Bon, quand on sait effectivement faire les bonnes choses, et c'est pas si compliqué. Nous, effectivement, on est rentré dans certains problèmes parce qu'il y a des choses à la base qu'on n'a pas gérées comme il faut. Mais il y a d'autres solutions, oui. On aurait peut-être pu partir sur, je sais pas, du Nomad ou du Swarm ou des choses comme ça. Aujourd'hui, en fait, il y a tellement un écosystème énorme autour de Kubernetes que c'était la solution sur laquelle on voulait aller pour bénéficier vraiment de tous les projets qu'il y a autour. Merci. Comment vous gérez la flotte IoT? Bonne question. Aujourd'hui, en fait, alors il y a à peu près 200, je crois, il doit y avoir 200 ascenseurs qui sont équipés de ce dispositif. Donc aujourd'hui, en fait, alors moi je m'occupe moins de la partie IoT, mais effectivement, on a tout ce qui est de mise à jour des OTA, over the air, qui sont en train d'être faites aujourd'hui. Il y a eu pas mal de, on va dire, boulot manuel au début, mais quand on arrive à devoir équiper plusieurs dizaines, voire centaines, effectivement, d'ascenseurs, ça commence à être un peu compliqué. En tout cas, compliqué pour mettre à jour toute la partie code embarqué. Donc là, aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place, c'est gérer ça de façon over the air. Ok. Aujourd'hui, avec la maturité de certains opérateurs comme Cloud Native PG par exemple, seriez-vous prêt à héberger une DB sur Kubernetes directement? Moi, non. Je préfère pas. Après, c'est juste un choix parce que je préfère à la limite me dire non, je n'utilise pas toutes ces couches un peu bas niveau, dans le sens où si à un moment donné il y a un bug, voilà, en fait ça me fait un peu peur. Voilà, typiquement ça me fait un peu peur d'avoir tout un tas d'opérateurs et notamment des choses qui génèrent de la DB avec du stockage dessous, etc. J'ai surtout peur sur la partie mise à jour et sur les mises à jour en fait qui me font un peu peur par rapport à ça. Ok. Vers quelle solution pour la gestion des secrets allez-vous vous diriger? Est-ce que vous avez essayé par exemple Kubectl pour la gestion des secrets? J'avais regardé un petit peu Kubectl. En fait, aujourd'hui, je voudrais plutôt rester sur quelque chose d'assez standard avec Open Secret Operator. ESO, External Secret Operator, pardon. Et comme je disais, c'est une des pistes qu'on est en train de regarder et avoir les données, donc les secrets qui soient dans un Vault HashiCorp ou autre genre de Vault, mais ce serait plutôt sur ce projet ESO sur lequel on irait. On va prendre une dernière question. Des ascenseurs connectés, quel risque pour la sécurité des usagers? Alors, on ne gère pas le mouvement de l'ascenseur avec ces choses-là. On va juste donner des informations via un écran connecté, différents types d'informations aux utilisateurs des ascenseurs, mais on n'ajoute pas de choses au niveau mécanique pour la gestion du déplacement de l'ascenseur. Merci beaucoup, Luc, pour cette présentation. Merci à tous. Merci.
J'ai quelques infos encore à vous donner du coup pour la fin de journée.